Merci beaucoup. Alors du coup, on va vous proposer là une vidéo de présentation. L'idée, c'était d'avoir un retour d'expérience de la part d'un EHPAD avec lequel notre équipe sur Wascal a travaillé donc sur la thématique de la douleur. Je vais vous laisser découvrir la vidéo. Donc, il s'agit de Eva Tomajewski, qui est une IDEC dans un EHPAD. Elle va vous faire un petit retour du coup sur ce qui a été fait en termes d'action de prévention, vous faire un retour aussi sur les difficultés qui ont parfois été rencontrées pendant le plan d'action. Et puis ensuite, on va y réfléchir ensemble à l'oral. Eva Tomajewski, je suis infirmière depuis 2010 et infirmière coordinatrice depuis 2020. J'ai toujours exercé en EHPAD. Être auprès des personnes âgées, les accompagner au quotidien donne du sens à mon travail. Poursuivre ma carrière en tant qu'IDEC était pour moi une évidence. C'est un travail compliqué et intense, mais également très valorisant, notamment quand l'entourage du résident témoigne de la reconnaissance envers mes agents. Alors avant l'intervention de l'ESPREV, au niveau douleur, on n'avait pas grand-chose, si ce n'est rien du tout. Les échelles de douleur n'étaient pas faites par les soignants. Les transmissions relataient tout de même des manques, car les soignants identifiaient des manifestations de douleur sans pour autant avoir un suivi et une prise en charge. De plus, les soignants n'étaient pas tous au même niveau de connaissance de par leurs études différentes. Alors, les principaux objectifs étaient de réaliser des échelles de douleur et qu'un maximum d'agents soient formés ou remis à niveau concernant la douleur en général. Alors la collaboration avec l'équipe d'ESPREV a été très facile. L'équipe soignante s'est majoritairement investie et a participé aux formations flash. Les échanges ont été très constructifs. On a eu plusieurs échanges en amont des formations qui permettent de planifier les différentes actions bien en avance pour la gestion des plannings. L'équipe ESPREV est à l'écoute et arrangeante si on a des soucis au niveau des plannings. Nous avons trouvé facilement des solutions pour que les formations puissent avoir lieu sans perturber l'organisation interne de la résidence. Pour les difficultés rencontrées, je noterai la disponibilité des équipes, les plannings changeant à la dernière minute du fait de l'absentéisme et également le manque d'intérêt de certains agents qu'il faut régulièrement relancer. Les soignants sont plus vigilants quant aux signes de la douleur, autres que les manifestations verbales. Ils utilisent des échelles de douleur qu'ils ne faisaient pas avant et ont recours aussi aux techniques non médicamenteuses si c'est possible de les mettre en place. Nous avons créé des échelles EVA que les soignants peuvent avoir dans leur poche et utiliser au besoin. La collaboration avec l'ESPREV a été également un plus lors de notre certification pour l'établissement. Une résidente qui, depuis de nombreuses années, est sous antalgique de palier 1, se plaint de douleurs chroniques. Avant le passage de l'ESPREV, il était normal que la résidente se plaigne, c'était son quotidien. Après le passage de l'ESPREV, l'équipe a interpellé les infirmiers, ont échangé en transmission, ont demandé le passage du médecin pour changer les antalgiques. Alors, il faudrait maintenir les échanges avec les familles, les formations flash pour une remise à niveau ou des petits rappels réguliers aux équipes. Alors, il faudrait garder les référents moteurs et motivés et pouvoir former régulièrement les nouveaux agents, ce qui n'est pas évident avec un turnover important en EHPAD. Foncez. Cela demande un peu d'organisation au début, mais au final, le personnel est formé sur plein de domaines. De plus, les échanges avec l'ESPREV sont constructifs. Je ne regrette en rien notre collaboration. De rien, merci à vous. Bon, Eva est super sympa.
L'idée du coup de la vidéo, c'était de pouvoir prendre ce temps un peu de recul après les actions ESPREV, parce que il y a les actions qu'on met en place du coup sur le vif, et puis il y a l'évaluation qu'on peut en faire quelques semaines voire mois plus tard. Et il faut savoir que du coup Eva a été interviewée presque un an en fait après le plan d'action douleur. Nous, ça a quand même été une belle occasion de voir justement ce qui avait été fait. Alors déjà quand on était sur place, mais aussi sur ce qui a été continué, ce qui a été transmis aussi en interne quand on n'était plus forcément là pour le faire. Du coup, ce que ça nous apprend, c'est que déjà chaque EHPAD a ses spécificités dans chaque thématique. Là, dans le cadre de cet EHPAD, on était sur un EHPAD qui se sentait vraiment impuissant dans la thématique douleur, des équipes qui ne connaissaient pas les échelles, qui ne les utilisaient pas, qui avaient des vraies difficultés pour retrouver les signes évocateurs de la douleur quand les résidents n'étaient pas en capacité de l'exprimer. Et du coup, l'idée c'était de revenir un peu sur les bases. Qu'est-ce que la douleur, qu'est-ce que l'accompagnement, qu'est-ce qu'une échelle, de faire avec eux aussi des études de cas, de revoir ce qu'étaient les différentes échelles et du coup de retravailler avec eux même leur protocole interne, à savoir quelles échelles ils utilisent, pourquoi, à quel moment, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, dans le plan d'action, on se rend compte que si on travaille tout seul, c'est un peu le discours de la matinée, mais si on travaille tout seul, le plan d'action n'arrive pas à émerger, n'arrive pas à aller au bout des choses. Donc c'est tout cet intérêt de collaboration interprofessionnelle, de travailler donc là avec une IDEC qui s'occupe de motiver les équipes, de les amener en formation, de comprendre le plan d'action, de nous expliquer aussi ce qui s'y passe. Et nous, ensuite, de recueillir la parole des soignants dans les actions de prévention, que ce soit en formation, dans les groupes de travail ou dans les ateliers, pour justement avoir plus d'indications sur ce qui est difficile pour eux et pour pouvoir les indiquer au mieux. Là, du coup, les outils du kit s'appuient exactement sur ça, pour avoir une approche qui soit la plus collective possible, avec du coup un livret douleur qui se veut le plus collectif des dates dans sa vision des choses, mais aussi dans la façon dont on va le proposer, c'est-à-dire que le livret, il va être autant proposé à des soignants qui connaissent la thématique que d'autres qui la connaissent peut-être moins, et qui du coup auront des références aussi pour aller plus loin sur cette thématique-là. Ce qui est intéressant, et c'est là aussi l'objet de cette vidéo, c'est que les actions ESPREV, il y a un peu cet effet iceberg entre ce qu'on voit et ce qui a réellement été fait. Parfois, c'est pas toujours évident de faire la part des choses. Là, pour le coup, ça a été un bon exercice déjà pour nous de voir ce qui avait été fait, et puis en fait de se rendre compte que pour nous, il y avait certains objectifs qui, sur le vif, n'étaient peut-être pas forcément remplis, et en fait qui ont été remplis quelques mois plus tard. Je pense notamment à l'évaluation interne de l'établissement qui a été faite quelques mois plus tard. Et en fait, Eva nous a fait un retour en nous disant finalement, on a monté 2 points au niveau de notre évaluation douleur. Et ça prouve quand même qu'il y a plus d'évaluation, plus d'échelle, plus de suivi, plus de traçabilité. La situation aussi avec cette résidente qui se plaint d'avoir mal et pour qui c'était normal dans la résidence, finalement en post-formation c'était plus normal. Donc il y a eu aussi ça, les équipes se sont questionnées, elles se sont appuyées sur les référents douleurs, sur les formations qui ont été faites, et en tout cas la parole est remontée jusqu'à l'IDEC qui a été capable de dire non, effectivement vous avez raison, c'est pas normal, et du coup qu'est-ce que nous on peut faire derrière? Donc après à solliciter du coup des médecins spécialisés, des équipes mobiles, de solliciter les accompagnements non médicamenteux, etc. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est pas toujours ce qui est fait. Mais du coup, il y a aussi des choses qui sont faites en autonomie, et là, c'est l'évaluation à long terme, du coup, qui est importante dans les actions de l'ESPREV. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous aviez des retours à faire sur des expériences que vous avez vécues sur la thématique douleur en EHPAD? Ouais. Non, pas forcément envie de parler, mais sinon je transmets. C'est à peu près l'accompagnement là, et un peu plus loin derrière, c'est qu'à la suite des sensibilisations, on a pu identifier des référents, la structure a identifié des référents pour vraiment développer et valoriser les approches non médicamenteuses pour la prise en charge aussi de la douleur. Et on est vraiment là-dedans. Donc j'ai pas fini encore, on n'a pas fini encore cet accompagnement-là, mais c'est vraiment de se dire, ok, vous avez plein de matériel, comment on peut les valoriser en tant que tel dans la prise en charge non médicamenteuse, et on est là-dedans, en fait.
le groupe de référents. Oui, tout à fait. En fait, dans la douleur, nous, on organise des groupes de travail sur l'accompagnement non médicamenteux. Et du coup, l'idée, c'est soit de leur faire explorer des terrains qu'elles ne connaissent pas sur l'accompagnement non médicamenteux, et aussi, du coup, de repérer ce qu'elles font et de l'identifier comme un accompagnement non médicamenteux. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont déjà faites, mais elles ne sont pas forcément identifiées et utilisées comme telles. Et du coup, on va aussi sensibiliser les référents à trouver d'autres référents qui font des accompagnements non médicamenteux et à dire ça, c'est une ressource que vous pouvez utiliser pour telle et telle problématique, pour tel accompagnement, etc. Et là, c'est vrai que pour le coup, le référent a vraiment un rôle central et va vraiment faire pivot entre tout ce qui est possible de faire dans la résidence. Et c'est vraiment de se dire, ok, j'ai le droit de le proposer. Parce qu'il y a une impression, surtout les aides-soignantes, où finalement elles se sentent pas légitimes de prendre en charge la douleur. La douleur, c'est l'infirmière. Donc déjà, on leur donne cette légitimité-là, de pouvoir déjà évaluer la douleur et pouvoir la prendre en charge par des choses qui ont du sens, en demandant aux résidents, est-ce que vous avez déjà eu cette douleur-là? Et qu'est-ce que vous faisiez avant si vous aviez cette douleur-là? Qu'est-ce que vous mettiez en place? Ça va être, je fermais les rideaux, je m'allongeais. Très bien, ce que je peux vous proposer. Et dans ces cas-là, j'ai une action dans la prise en charge de la douleur. Elle est non médicamenteuse, mais j'ai une action étant donné que le résident est dépendant de moi. Je fais en sorte qu'il puisse se mettre dans une bulle de confort. Donc ça, déjà, c'était quand même une grosse avancée. Et quand je les ai revus 2 mois après, pour justement développer les approches, c'est que vous avez vu, en fait, oui, effectivement, la balnéothérapie, Snozelen, ils ont de l'aromathérapie, ils ont un projet relax, c'est pas de la musicothérapie, parce qu'il n'y a pas de musicothérapeute, mais c'est une écoute passive. Donc effectivement, on peut aussi proposer des écoutes passives. Des petites choses, ça paraît un peu plus. Et en fait, ça peut déjà un petit peu diminuer l'anxiété par rapport à la charge de la douleur. Oui, tout à fait. En fait, la thématique douleur, pour les soignantes, elle apparaît très médicalisée. Du coup, quand on en discutait, nous, avec cette IDEC, son retour, c'était justement que la formation n'attirait pas ou peu de soignants, puisque ça paraissait être une thématique très médicale, et effectivement, elle se sentait peut-être moins concernée, ou en tout cas moins compétente. Je pense qu'il y a aussi ce qui se joue, c'est cette difficulté quand on n'arrive pas à soulager quelqu'un, et du coup, en tant que soignant, c'est difficile de voir quelqu'un souffrir et de ne pas réussir à proposer quelque chose. Et du coup, c'est ça aussi, c'est de les accompagner sur ça, sur ce qu'elles font déjà, ce qu'elles peuvent proposer aussi, ce qui fonctionne, ce qui est de l'ordre du médicamenteux, ce qui est de l'ordre du non médicamenteux. Et effectivement, tout ça, ça demande, je pense, à être revalorisé, resitué et à comprendre que cet accompagnement en douleur se fait vraiment sur l'ensemble de l'institution et pas uniquement avec les médecins traitants. Et le retour aussi qu'elles font, c'est qu'elles ont la sensation que les médecins traitants ne les écoutent pas sur leurs évaluations de la douleur. Donc c'est vrai que du coup, c'est aussi l'intérêt de revaloriser les échelles dans les transmissions, parce que c'est aussi ça, ce langage qui va valoriser l'accompagnement douleur derrière. C'est tout. Oui. Alors, nous, on a une problématique qu'on a beaucoup rencontrée, c'est la difficulté pour les aides-soignantes de se sentir concernées, légitimes à utiliser les échelles. Et puis aussi le manque de moyens. Ben oui, mais on n'a pas de tablette. Ben oui, mais on n'a pas ne serait-ce qu'un document papier pour noter. Et du coup, on s'appuie sur l'observation. Alors, l'observation, c'est déjà bien parce que ça permet de repérer tout ce qui est non-verbal. Mais on sait qu'il y a de la perte d'information parce que la surcharge est telle que ah bah oui, mais c'est quel résident déjà qui a fait ça? Enfin, voilà, c'est compliqué. Et la difficulté qu'on a, c'est que les structures acceptent de favoriser l'appropriation des échelles par les aides-soignants. Et pour beaucoup travailler sur les interventions non médicamenteuses, moi j'observe un fossé et en fait la fin de vie pose beaucoup de questions. Ils ont beaucoup envie de s'investir, ils se sentent très démunis, et donc moi on me demande plein d'astuces ou d'aides pour accompagner cette fin de vie,
Mais la douleur hors fin de vie, bah ça les interroge moins, on va dire. Moi, j'ai vraiment cette demande sur, mais on peut faire quoi en fin de vie, hein, parce que bah, effectivement, c'est une période où ils se sentent démunis et où il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place. Ah, voilà, moi j'ai vraiment cette sensation où la fin de vie est une préoccupation et la douleur au quotidien moins. Enfin, c'est ça, on parlait tout à l'heure de banalisation. Justement, on est là pour justement dire oui, c'est pas normal du tout. C'est-à-dire pour vraiment, entre guillemets, alerter. C'est ça. Et où on a aussi beaucoup la réponse de... alors, on a fait un WooClap et où on a mis des réponses un peu... Enfin, que nous, on trouvait provoque. On s'était dit, mais jamais personne va nous dire ça. Et en fait, si. Bah non, mais de toute façon, on va pas évaluer la douleur. Il crie tout le temps, c'est normal. Il fait ça tout le temps. Et c'est difficile de leur dire, ben, un changement de comportement, une personne non communicante ou qui a des troubles cognitifs et qui manifeste, bah, c'est pas forcément l'évolution de la maladie. Et ça, c'est un message, mais... C'est là l'intérêt, je trouve, de tous ces outils-là, c'est justement de revenir aux fondamentaux, parce que finalement, c'est un sujet à la fois commun et à la fois très spécifique, et du coup, on pense avoir des connaissances, et finalement, quand on creuse à l'intérieur, c'est bien plus large que ça en a l'air. Donc je pense que prendre ce temps avec les équipes de revenir sur les bases, qu'est-ce que c'est qu'une douleur, qu'est-ce que c'est un type de douleur, les expressions de la douleur, tout ça c'est justement cette temporalité pour dire bon, on en discute vraiment en dehors du contexte du soin palliatif qui effectivement est souvent plus facilement repéré en institution que la douleur classique. Après, je pense qu'il faut aussi... ça, c'est vraiment, je pense, le cœur de l'ESPREV, hein, mais c'est de trouver les freins et les leviers à chaque fois. Et les échelles d'évaluation, c'est, bah oui, mais si vous ne vous sentez pas écouté par les médecins, si vous ne passez pas des échelles, en fait, vous ne pourrez pas les solliciter. Si on met en place un traitement, on ne peut pas évaluer son efficacité s'il n'y a pas une échelle. Donc en fait, c'est ça aussi, il faut négocier avec les équipes entre ce qui est possible pour eux de faire et ce qui est bien à faire dans les protocoles, et cette discussion aussi avec l'institution entière sur moi je trouve que le groupe de travail protocole, on discute, on regarde, c'est quoi votre protocole actuellement, est-ce que vraiment ça c'est ok, vous le faites, ou est-ce que ça c'est plus compliqué, on en refait peut-être une version annexe sous forme d'organigramme pour que toutes les équipes soient au courant que ce protocole-là existe, qui utilise quoi et dans quel cas. Et je pense que plus l'information elle est donnée aussi à l'ensemble de l'établissement, et plus ce sera simple, puisque forcément les protocoles sont gros et des fois les équipes en fait ne les connaissent pas, juste pas. Donc peut-être simplifier aussi, je pense, des protocoles et justement identifier dans ces fameux protocoles ce qu'ils font en interne en accompagnement médicamenteux aussi, pour qu'elles puissent, quand elles le lisent, se dire ok, moi je peux potentiellement agir ici à mon niveau. Et après, c'est soit à nous, soit aussi à l'EHPAD de questionner leur vécu de soignant sur l'accompagnement de la douleur. C'est ça. Je pense qu'ils ont besoin aussi de déposer leur vécu de soignant. Et ensuite, on peut aussi intervenir, mais c'est important aussi, en tant qu'ESPREV, d'écouter leur stress, leur douleur, etc. Et ensuite, on crée de la réceptivité par ce biais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une vidange en amont émotionnelle du personnel soignant pour ensuite intervenir. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une pleine adhésion des soignants parce qu'ils ont été écoutés, valorisés et sécurisés. Voyez, et le kit EPADOL va aussi les aider à une certaine sécurisation. Parce que quand on n'a pas les codes, on se sent complètement démuni. Et donc voilà. Je pense que ça, ce serait un ancrage certain et pour leurs interventions futures. C'est ça, quand un résident crie toute la journée, justement, un même résident qui crie toute la journée, tous les jours, pendant des semaines et des semaines, si, entre guillemets, se positionner en tant que soignante et dire c'est pas normal, ça veut dire que depuis des semaines c'est pas normal. Et en fait c'est hyper dur, en tant que soignant, se dire cette situation-là elle traîne et on n'arrive pas, en fait, il y a un truc sur lequel on bloque. Et donc c'est aussi ça, c'est déculpabiliser, on fait ce qu'on peut, on évalue, on accompagne, on propose des choses, et c'est vraiment l'essentiel de tout ça, c'est que après, c'est comme dans tout accompagnement, il y a aussi des limites à beaucoup de choses, et puis parfois il faut s'en relayer à d'autres professionnels et se dire peut-être que là, nous en interne, on n'a plus les ressources et il va falloir sortir de l'institution et trouver d'autres professionnels
pour nous aider dans cette situation-là. Mais juste de dire, bon, allez, c'est difficile, mais on va essayer d'ouvrir les yeux et de se dire que cette situation-là, effectivement, elle est pas normale. Et alors là, il faudra aussi lutter aussi. Le cerveau s'habitue, il y a un phénomène d'habituation. Et ça, on le fait malgré nous, entre guillemets. Je veux dire, et ça, c'est difficile. On peut, voilà. Donc sensibiliser. Bah justement, moi je voudrais aussi souligner l'importance, parce qu'il y a l'ESPREV et à côté il y a aussi la filière gériatrique et l'association entre les deux, de pouvoir retrouver les équipes, le personnel qu'on a rencontré dans les EHPAD, les retrouver dans le cadre de la filière gériatrique sur des sensibilisations où on peut aller plus loin, où on a un peu plus de temps, où on passe une journée complète sur une approche non médicamenteuse ou sur une autre. Je trouve qu'en fait ce maillage-là entre ESPREV et filière G, il est précieux et oui, on peut vraiment faire des liens des ponts, et ça permet aussi de faire des piqûres de rappel, de ressolliciter, créer du lien aussi, parce que quand ils nous connaissent, qu'on est allé dans leurs EHPAD et qu'ils nous retrouvent en formation, il y a cette espèce de sécurité où la parole est plus libre et où on peut en travailler encore plus loin. Ouais, complètement. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Vous avez tous super faim. Oui, vous voulez le micro? Non. Sur notre secteur, un EHPAD, on va bientôt travailler avec un EHPAD sur la thématique de la douleur. Ils sont très avancés sur l'approche non médicamenteuse, mais vraiment très avancés. Ils ont même un centre de bien-être, tout ça. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est évaluer l'approche non médicamenteuse. Est-ce que parmi vous, les ESPREV ont déjà travaillé sur l'évaluation d'après, c'est-à-dire on a évalué la douleur, on a mis en place des approches particulières, balnéo, massage, tout ça. Est-ce que, bien sûr, on peut évaluer avec un MPI, on peut évaluer d'une manière, est-ce qu'il y a des trucs du comportement qui se sont apaisés, est-ce qu'il y a de la douleur? En dehors de ces échelles-là connues, est-ce que vous avez des outils autres qui évaluent le bénéfice de telle ou telle approche non médicamenteuse? Parce que c'est sur quoi nous allons devoir travailler. Moi, à ma connaissance, non, c'est-à-dire qu'on n'a jamais travaillé de manière spécifique sur l'évaluation de l'approche. On en revient à l'évaluation globale de la douleur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez des choses à dire. Oui, alors après, il y a une échelle de qualité de vie. On va retrouver en soins graves, on va retrouver en cancéro. Là, vous avez une multitude d'échelles. Il faut savoir choisir les bonnes. Nous, on a tous les jours aussi. Voilà, c'est ça. Nous, on a tous les jours, je vois pour les postes de page de Fidenza, par exemple, on analyse, on évalue la douleur, et un mois après ou un mois et demi après, les gens ne se souviennent plus de l'importance de la douleur. Heureusement qu'on l'a écrit. Les gens disent, bah si, docteur Lévesque, je remarche normalement, mais oui, mais attendez, rappelez-vous, il y a un mois et demi, vous ne marchiez pas. Donc voilà, c'est très difficile, mais il y a des tas d'échelles. Les psychos, elles ont des tas d'échelles d'évaluation, la qualité de vie en oncologie, mais alors là, ça, c'est par centaines. Même la marche, on peut évaluer aussi au niveau des tests. C'est ça, parce qu'après, est-ce que le risque, c'est pas d'avoir trop d'évaluation parce qu'en fait, finalement, on en revient à. C'est un accompagnement de la douleur, donc finalement à l'évaluation de la douleur, en fait. Et le risque après, c'est peut-être d'avoir trop d'échelles spécifiques pour chaque accompagnement. C'est pourquoi ils nous demandent en fait de les accompagner dans la construction d'un outil qui leur sera propre et qui va être un peu au croisement de tout ça. C'est un débat qui cherche à aller un peu... Après, à mon avis, ça vaut tout simplement questionner les équipes sur ce qu'elles ont besoin d'avoir comme information. Ça, c'est de travail qui va être mis en place. Par rapport à ces différentes échelles, en fait, je sais que sur Beauvais, par exemple, il y a le petit travail en fait sur non pas une échelle de douleur, et comme
disait le professeur Lévesque, enfin le docteur Lévesque, il y avait aussi des retentissements qui sont autres que la douleur. Et en fait, au lieu de travailler sur une échelle de douleur, il y en a parfois qui travaillent sur une échelle de confort. Tout à fait. Ça La peut qualité de marquer, vie. les différents termes, effectivement. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup d'établissements qui retravaillent complètement leur façon d'aborder la douleur, tout simplement d'arrêter de poser la question avec du mal, en fait. De comprendre que c'est un biais, c'est déjà un biais et c'est déjà une induction de poser la question d'avoir mal. Et effectivement, de transposer. En fait, on parle pratiquement de conversation hypnotique, en fait, hein, mais c'est l'hypnose conversationnelle basique. Mais c'est du coup d'être dans l'induction du confort plutôt que dans la douleur. Donc c'est vrai que quand ils vont très loin sur leurs accompagnements de douleur, il y a aussi des EHPAD qui revoient complètement leur manière de parler de douleur, de l'accompagner, etc. Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas faire non plus un focus auprès du patient. Vous voyez, êtes-vous douloureux? Parce que moi j'ai envie de dire oui. Vous voyez, on entend souvent, c'est important que ce ne soit pas tabou et parler de façon affirmative, positive, etc. Il y a vraiment une culture à établir par rapport à ça. Et ça pèse très très lourd dans la balance. Moi je peux vous le dire. Parce que de par notre positionnement, vous voyez, même notre gestuelle, notre voix, enfin bref, voilà, on a vu plein de choses. Oh ben, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Alors vous avez. Oh ben non, c'est normal, vous voyez. Sur le plan scientifique, c'est pareil, on rejoint la dénutrition chez la personne âgée. Enfin, bon, moi je suis gériatre, je suis un peu gériatre, on rejoint également parce que quelqu'un qui est dénutri, votre approche médicamenteuse en dose va être différente chez vous. Vous voyez? Et puis après, on tire sur la ficelle et on va trouver plein de choses. C'est ça qui est passionnant. Oui, c'est ça. Voilà. Mais à vous écouter, on ne trouvera pas une échelle utopique, miraculeuse qui va tout nous solutionner. C'est ça. Et je dirais, comment dire, je disais que cette équipe-là, elle est en DU d'approche médicamenteuse, tout ça, donc elle s'est son mémoire en plus, donc voilà, elle est en recherche pleine, mais quand on va se mettre à travailler autour de la table, effectivement, il va falloir chercher à les accompagner sur leurs besoins, qui est à la fois de valoriser et à la fois de donner des indicateurs. Oui. Intellectuellement, c'est aussi simple que ça. Tant mieux si j'arrive à trouver dans le mémoire. Moi, je suis preneur. Hein. Moi, je suis au bout de 40 ans de médecine, je suis preneur. On fait travailler sur son DU, en fait. Réfléchir ensemble. Mais peut-être, vous voyez, passer par des traces vidéo, vous voyez, comment dire, l'avant-l'après, enfin, vous voyez, qui permettrait d'évaluer. Parce que là, on peut juger sur pied. Et c'est tellement probant, enfin, les résultats sont tellement énormes. Je veux dire, c'est. En fait, c'est le confort et le bien-être. Déjà ça. Les échelles. Ah oui, mais ça, Ils ont des échelles douleur, mais effectivement, on commence à apprendre justement tout ce qui est à côté en privé, bien sûr. C'est ça, parce qu'il n'y a pas que la Vous douleur. avez La vie sociale. Là, vous allez vous rapprocher des soins de support. Donc, moi j'ai fait écho pendant 20 ans, je suis sur place des soins de support dans les soins pâles, et je dirais plutôt place des soins pâles dans les soins de support. Et je me suis heurté beaucoup au professeur Blond et tout ça, parce que moi, l'évêque, mais qu'est-ce que vous nous faites là? Et en fait, aujourd'hui, la question, c'est place du soin palliatif dans le soin de support. Et donc pas l'inverse. C'est-à-dire que dès qu'on découvre une pathologie en cancer, etc., il faut d'emblée, avant même de parler de palliatif, soin de support. Qu'est-ce qu'on fait sur une chimio? Qu'est-ce qu'on fait pour renutrier les personnes âgées? Voilà. Soin de support, vous voyez ça et vous voyez tout. L'esthétique, l'intérêt de la coiffeuse, voilà. Un petit exemple rapidement. Nous, on a eu le cas où les biais et les blocages peuvent parfois venir d'endroits surprenants d'un EHPAD où, quand on a fait les sensibilisations, qu'on a présenté les différentes échelles, les soignants qui étaient hyper intéressés d'un coup ont eu une espèce de blocage. Et en fait, il y a eu une de nos collègues qui a été un groupe de travail après où il y avait les soignants, le médecin co et l'IDEC. Et en fait, quand elle a représenté les échelles, le médecin co a dit « Non, mais c'est trop compliqué, elles vont pas y arriver » devant les soignants. Donc en fait, elles avaient déjà essayé de demander au médecin co comment elles pouvaient remplir les échelles
et le médecin co les avait déjà rembarrés. Et du coup, il y avait un blocage à ce niveau-là, alors que les soignants étaient de bonne volonté, ils voulaient essayer, mais on les a bloqués. Et c'est des choses auxquelles on peut ne pas s'y attendre, parce que normalement, les médecins co sont plutôt censés soutenir les équipes que les descendre. Et du coup, là, on attend le prochain rendez-vous pour essayer de voir l'IDEX sans le médecin co pour voir ce qu'on pourrait mettre en place. Mais c'est un peu compliqué dans ce genre de situation. C'est vraiment redonner confiance, c'est très important. Notre rôle, c'est de redonner confiance aux équipes. Parce qu'on voit les aides-soignants parfois ont le moral en berne, clairement. Encore hier en intervention, voilà, c'était la première chose, c'était de dire allez, on y va, quoi. Et à partir de là, ça coule, c'est fluide, quoi. On voit que les gens sont réceptifs et ça va tout seul. Les messages passent très bien. Mais d'abord leur dire ok, vous êtes légitimes. La légitimité, quoi. La force du groupe, la cohésion, allez, on se serre les coudes. Et ils le sentent très fort. Mais je vais te poser la question, parce que tout à l'heure, tu as parlé justement de souffrance, entre guillemets, des professionnels. Est-ce que tu ne trouves pas que les professionnels, lorsqu'on fait ce genre de groupe de travail dans la douleur, évoquent davantage leurs difficultés en tant que soignants, avec leur frustration de ne pas être en capacité de prendre soin de leurs résidents, parce qu'ils évoquent leur douleur et ils sont démunis. On ne retrouve pas le même dialogue et le même discours avec le groupe dans un même établissement, avec le groupe de travail prévention de chute, par exemple, ou tension. Qui est très comme ça. Par contre, au niveau de la douleur, elles se livrent davantage sur leur ressenti. Bien sûr. Parce qu'il y a l'effet un peu miroir, tu sais, quand on parle de la douleur de l'autre, bah forcément, dans le coin de ta tête, t'as aussi la tienne, quoi. Et ça, c'est vrai que la première fois, on dépose les valises. Je viens de terminer avec Florine, j'ai dit, mais déposez les valises. Et après, tu fais passer les messages, mais alors tu vois un apaisement sur le visage, au niveau de la posture, tu vois, la gestuelle, tout, on fait enfin, quelqu'un qui nous écoute. Et après, elles sont reboostées, redynamisées, et je peux t'assurer que sur le terrain, ça donne, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et ça, c'est beau, quoi. Parce qu'elles se disent, ouais, on a quand même une force de frappe importante. C'est ça. Et tu vois, le fait de regarder, le fait d'écouter ça, et ben voilà, ça c'est vraiment du boost. Hein. À Mars, et ça repart, hein. C'est clair. Voilà, par contre, on a épongé, donc des fois, on sort de gros. Ah ouais, non, mais c'est des groupes de travail qui nécessitent, on sort de là. Non, mais moi, c'était hier, et donc tu vois, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais parce que voilà, tu donnes, hein, de 15h à 17h30. Tu es là, tu vois, c'est la qualité de présence, hein, je veux dire, c'est énorme. Mais est-ce que tu leur proposes une petite séance justement de médicaments? Comme moi, je suis sophrologue en plus à côté. Là, je leur propose un petit exercice, si elles acceptent, hein, à la fin du groupe de travail, pour qu'elles puissent expérimenter, pour pouvoir derrière, à se dire, ok, on peut proposer. Parce que la thérapie médicamenteuse, elle ne peut pas convenir à tout le monde, mais si on ne l'essaye pas, ça ne peut pas marcher. Donc je leur propose et je leur dis, c'est le top. Et voilà. C'est le top. Tu donnes envie d'eux. Il y a des directions qu'il ne faut pas blâmer, il y a vraiment des directions, en fait, ils n'ont pas les infos. Et nous, on a eu ce cas avec une directrice à qui justement on avait parlé de cette difficulté et elle nous a dit bah, je ne me rendais pas compte en fait à quel point c'était. Ah, vous faites le relais parce que des fois, moi je savais. Tu fais le relais. Je fais le relais, ouais, mais je pondère un peu quoi. Parfois entre les aides-soignantes et la direction, tu vois, tu fais un peu les ponts. Ouais. Puis tu adoucis un peu les mains. Oui, c'est ça, ouais. Tu tempères, tu régules. On peut remercier l'ensemble des orateurs et de cet échange très vif et intéressant. Alors, vous aurez tous compris que dans les épreuves et les échanges, les derniers échanges le montrent bien, c'est qu'il y a vraiment des ressources extraordinaires. Et je vous engage à les exploiter jusqu'au bout. Et puis, on sait bien que la prise en charge des douleurs. On a fait un petit aparté avec Madame Dupont. C'est vrai que, je sais pas, avec Madame Caron. C'est pareil, il y a un on à la fin. C'est pareil. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi des outils qui sont très intéressants qu'on n'a pas cités, qui est un bon point d'introduction. C'est normalement dans les procédures. Il y a quand même des procédures au sein des EHPAD, et notamment le projet personnalisé du résident. C'est une mine d'or, ça. Projet personnel, c'est une obligation d'ailleurs, et c'est une mine d'or parce que c'est à ce moment-là où les gens se posent, ils écoutent le résident et sa famille. Ouais, il y a vraiment, vous connaissez mieux que moi les choses, mais
Donc c'est un gros point d'introduction parce que du coup on connaît plein de choses, son histoire de vie, sa biographie, ses douleurs, pas de douleurs, etc. Donc ça c'est vraiment un premier des éléments. Et puis après il y a des réévaluations qui sont faites, les synthèses familles sont intéressants aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses dans la prise en charge de la douleur qui, comme vous l'avez bien vu, est globale.